Bonjour, eh bien écoutez, voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et comme à mon habitude, c'est une vidéo qui n'est pas préparée à l'avance. Enfin, pas beaucoup en tout cas, j'ai juste préparé un peu de matériel. Donc avant de partir, là je dois partir quelques jours en Allemagne, donc à Düsseldorf. Donc avant de partir, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite vidéo. Certains ont fait montre d'un peu d'impatience. Et à l'instar de Philippe de Mériac, donc, qui est sur sa chaîne Sirob, je vais vous faire donc ce qu'il appelle un QNON, un QDN. Et je vais commencer donc cette petite présentation parce que j'ai commandé, par quelques produits que j'ai commandés. Alors je ne vais pas tous vous les présenter, je ferai ça une prochaine fois un peu mieux je pense. Enfin, comme d'habitude, je promets, et puis voilà, je ne fais pas. Alors le premier appareil, c'est un FG100, donc c'est un thermomètre qui permet en fait de mesurer donc la température évidemment, notamment sur les fers à souder. Donc ça permet notamment de régler le fer, dans le cadre de station, de faire un étalonnage de la station. Donc c'est relativement simple. Il suffit pour le faire fonctionner d'appuyer donc sur on-off, hein, tout simplement. On installe d'abord donc la sonde de température ici avec les petits repères correspondants. Donc il y a une pointe rouge qui correspond donc à la bague rouge, bleue, et puis celle qui n'a rien vient là où il y a une rondelle en silicone. Voilà, tout simplement. Alors cet appareil, j'ai dû le payer dans les 9 € à peu près sur eBay, avec une pile. Alors ça arrive parfois que la pile soit fournie avec. Donc là, la pile était fournie avec. J'ai pas encore vraiment essayé l'appareil. Ceci dit, bon, il est fourni avec 5 petites sondes de température de rechange, un manuel d'emploi, alors que j'ai pas encore lu, que j'ai pas lu du tout. En fait, ça va faire deux mois que j'ai reçu l'appareil. Je m'en suis servi une fois, j'ai pas encore lu le truc. Ce qu'il y a, c'est que le manuel est en anglais, donc ça c'est déjà bon point, hein. Contrairement à de nombreux appareils où on reçoit la documentation en chinois, là on a la documentation en anglais. Ensuite, ah oui, il y a une chose que je voulais faire absolument, c'était faire mon apologie, faire mes excuses auprès de Juntech. L'appareil Juntech, celui-ci, fonctionne très bien. C'est un très bon appareil. L'alimentation était défectueuse, donc n'allez pas juger cet appareil par rapport au problème que j'ai eu sur l'alimentation. L'oscilloscope qui a été flingué m'a été remboursé par l'assurance de la société. Donc il n'y a pas mort d'homme, je dirais, dans le cas présent. Ceci dit, bon, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, et voilà, donc l'oscilloscope était flingué, enfin l'entrée était flinguée, la sonde qui avait servi au test était flinguée. Logiquement, ça n'aurait pas dû arriver, d'après ce que beaucoup de gens me disent, en tout cas en commentaire sur les vidéos, ça n'aurait pas dû arriver, puisque le condensateur Y est là justement pour éviter un certain nombre de problèmes, et d'après Juntech, qui a laissé un message sur la vidéo où je me plaignais de ce qui s'était passé, a gentiment parlé de ce condensateur Y, indiquant que normalement le courant de 2000 mA ne représentait absolument aucun danger. Alors, moi je veux bien, ceci dit, mon oscilloscope c'est pas flingué tout seul. Voilà. Donc je pense que le problème ne venait pas vraiment du Y en question. Quand j'ai défait qu'on appelle ça le transformateur HF qu'il y avait dans l'alimentation, j'ai repéré des points un peu plus sombres qui laissent présager que ça a arqué quelque part. Donc je pense que le transfo était plus à la base de la défection du dispositif. Maintenant, bon, il est à la poubelle, hein. On passe à autre chose. Donc j'ai mon nouvel oscilloscope qui est installé. Mon Juntech fonctionne très bien à condition d'y mettre une alimentation linéaire ou de l'alimenter avec un bloc batterie, pile, batterie, enfin voilà. Ça c'était la petite parenthèse. On continue donc sur les achats. Alors je vais vous montrer un truc que j'ai acheté. Dont Philippe a parlé il n'y a pas très longtemps.
Alors c'est un appareil qu'on voit et qu'on voyait il y a quelques années déjà. Les prix étaient excessifs. Je dois avouer que j'ai été très surpris par le prix que j'ai rencontré quand Philippe a fait la vidéo, ce qui m'a incité fortement à acheter l'appareil. Donc il s'agit de la base de temps à 10 mégas, pilotée par GPS. Alors bon, ça se présente avec une antenne, donc une antenne GPS, une longueur de fil assez importante, hein, je dois avouer, il doit y avoir facile 2-3 mètres. L'alimentation, bon, les Chinois sont gentils, ceci dit, moi je vis en France, pas en Angleterre, hein, ni je ne sais où, aux États-Unis, bon bref, donc ça c'est franchement pénible de recevoir ce genre de choses. J'aimerais bien que les Chinois soient un peu plus attentifs à la nature des prises, notamment des pays dans lesquels ils envoient les appareils. Bon, c'est pas dramatique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des petits trous, on va pouvoir souder éventuellement un morceau de fil avec une prise européenne, enfin française, classique. Et puis mettre un bout de thermorétracte puis je dois bien avoir un des adaptateurs fournis en spare, bon, parce que les Chinois sont comme ça, quand il y en a un qui faute, il y en a un qui fait un excès de zèle et qui vous en envoie deux, ou qui vous en envoie un alors qu'il n'y en a pas besoin. Bon, ça arrive, donc je dois avoir ça qui traîne quelque part, même s'il n'est pas de bonne qualité, ça me permettra de l'essayer. Donc c'est envoyé comme ça, hein, dans un petit carton qui était bien emballé, hein, je dois avouer. Entre les sachets plastiques et qu'on appelle ça les papiers bulles. Voilà. Et le dernier, je ne l'ai pas complètement déballé parce que je voulais vous montrer quand même comment c'était emballé. J'avais un petit peu de crainte quand j'ai commandé l'appareil. Et en définitive, c'est des gens qui ont très bien travaillé, je dois avouer, parce que l'emballage est parfait, quoi. Enfin, parfait. Disons qu'ils ont dû avoir 2-3 petits soucis et ils ont amélioré en tout cas le packaging. Donc ils ont placé des mousses ici sur les SMA et sur les BNC, enfin sur le SMA et sur les BNC. Voilà, donc a priori c'est en bon état, hein, voilà. Il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de casse. Donc je ne l'ai pas encore essayé. Alors oui, comme le disait Philippe, c'est très utile pour certains appareils, notamment quand on doit faire des mesures et avoir une certaine base de temps précise pour pouvoir justement avoir quelque chose d'étalonné ou avoir une bonne référence. Ceci dit, moi je compte peut-être essayer de l'utiliser en complément d'un TCXO que j'ai placé sur un module SDR. Et pareil, c'est une base de temps TCXO, je crois, ou VCXO, bon, je me souviens plus. Je regarderai ça à l'occasion parce que ça fait 1 an que j'ai fait ça, j'ai pas utilisé l'appareil. Ouais, je suis comme ça, bref. Donc il y aurait peut-être possibilité en fait d'utiliser ce dispositif là comme base de temps pour le SDR en question, qui est Hack SDR, je sais plus le nom, un truc dans le genre. Bref, un truc qui est pas mal, quoi, qui permet d'émettre et de recevoir en SDR notamment. Et quand on veut s'intéresser un petit peu à tout ce qui est du GSM ou autre, on a intérêt à avoir une base de temps assez précise. Bon bref, voilà. Donc Philippe en parle dans une de ses vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que ça concerne un de ses projets. Donc je ne sais plus ce qu'il veut faire exactement, mais bref, il veut avoir un bus qui va avoir cette fréquence de 10 MHz pour plusieurs appareils. Donc il aura une base de temps qui sera basée, je crois, sur le DCF 77. Bon, voilà, bon, c'est un choix, hein. Ça va qu'il n'est pas en ville, je dirais. Qu'il n'est pas en ville, et j'espère pour lui qu'il n'a pas trop d'alim à découpage. Ceci dit, il y a des chances qu'il y arrive très bien, hein. C'est un spécialiste dans le domaine. Voilà. Bon, ça c'était la petite base de temps. Et puis, ah oui, un autre truc que j'ai acheté. Donc ça, j'ai acheté ça pour la boîte et en même temps pour un peu tout, parce que à la boîte je fais pas que des fauteuils roulants, je fais aussi de l'informatique. Et ces derniers temps, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais posté une vidéo dans laquelle on m'avait offert des baies informatiques. Donc j'ai commencé à faire un certain nombre de choses, mais bon, il y a du câble qui traîne un peu dans le faux plafond, il y a des vieux fils, il y a des nouveaux fils que je vais tirer. Et en règle générale,
quand on tire un certain nombre de câbles, on fait des tronçons et puis on les balance dans le faux plafond et puis on retrouve nos câbles de l'autre côté, plus ou moins hasardeux, enfin de façon plus ou moins hasardeuse. Alors on peut les étiqueter avant, le problème c'est les longueurs, il y a des coudes, il y a des trucs, donc des fois on se retrouve avec un peu plus de longueur que prévu. Donc j'ai pas envie de m'embêter avec ça, donc je vais faire des taurons en fait, d'une 10, 15, 20 câbles, qui vont partir de l'endroit où sont les baies et je vais les tirer aux endroits et puis j'irai les repérer par la suite un par un en fonction des appareils avant de les plugger, de les sertir. Bon, je ne vais pas faire en mode usine, hein, je vais le faire en mode pépère tranquille. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un dispositif qui permet notamment de tester donc, les câbles réseau. Voilà. Donc on vient brancher le câble réseau et ça nous permet de savoir si l'ensemble des fils correspond bien à ce qu'on souhaite faire. Donc en règle générale, dans un câble réseau classique, on utilise le 1, 2, 3 et 6. Voilà. Le 5, le 4 et le 5 en général sont utilisés pour la téléphonie ou le 4, le 5, le 7 et le 8 sont utilisés pour ce qu'on appelle du CPL. Pas du CPL de... Ah, bon, j'ai perdu le nom. On alimente PoE, voilà, Power over Ethernet. Alors c'est pas vraiment over Ethernet parce que bon, on utilise le câble, mais bon, l'information ne passe pas sur le même câble où il y a l'alimentation. Donc PoE, oui et non. Bref. Bon, on peut faire passer de la télé aussi dans ces câbles, on peut faire, en fonction de ce qu'on souhaite faire, on peut adapter l'installation avec un certain nombre de normes qui existent. Donc on peut faire passer sur un seul câble 8 fils, donc 4 paires, on peut faire passer du réseau classique, donc sur le 1, 2, 3, 6. Sur le 4 et le 5, on peut éventuellement mettre par exemple la téléphonie, et sur le 7 et 8 par exemple, on peut faire passer de la télé. Bon, voilà, sur des câbles catégorie 6, 6E, 7, voilà. Donc je recommanderais plutôt du catégorie 7 pour faire ce genre d'installation, ce qui fait pas mal d'économies de câbles. Ceci dit, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Et donc du coup, pour aller chercher donc son fil, donc voilà, on a une base émettrice. Alors c'est fourni, alors il y a ces deux dispositifs, donc, qui est un émetteur et un tracker. On va les appeler comme ça. Il y a dedans un petit câble RJ45 qui permet donc de relier l'émetteur quand on veut faire du tracking en mode réseau. Donc on vient placer ça dans le RJ45 de la baie, sans qu'elle soit raccordée à quoi que ce soit bien évidemment, et puis de l'autre côté on y va avec ce dispositif. Donc on le met sur on, on règle le volume en fonction de ce qu'on souhaite en termes de sensibilité, on appuie sur scan, voilà. Et plus on se rapproche du câble, plus il est facile de le trouver. Alors ça a une portée plus ou moins importante, je pense sur 45, 50, 100 mètres. Bon, je ne connais pas la puissance exactement du dispositif. C'est un truc qu'on peut faire assez facilement. C'est quelque chose de relativement simple, hein. C'est un oscillateur et un récepteur qui va simplement être capable donc, de recevoir l'information et de la retraiter sous forme acoustique. Après quoi, on a un petit potentiomètre ici. Potentiomètre, ça ne vous rappelle rien, résistance variable, qui permet donc de régler l'intensité du signal, et donc plus on va aller dans le maximum, plus on va le choper de loin, à condition qu'il soit allumé. Voilà. Après on a l'autre câble, enfin l'autre fil, enfin l'autre série, qui est beaucoup plus pratique dans certains cas, et notamment dans les cas qui vont m'intéresser, notamment pour certains fauteuils. Il y a certains fauteuils qui ont maintenant un certain âge, qui ne fonctionnent pas que par bus, et qui ont une flopée de câbles qui partent de partout. Alors là on a donc un RJ11 qu'on vient plugger sur le dispositif émetteur. On vient brancher ces deux fils, enfin ces deux pinces crocodiles pardon, sur le fil que l'on souhaite traquer. Donc on repère le fil, on se débrouille pour venir brancher ce truc là, on se met en mode tracker, on arrive ici, on appuie sur scan,
plus on en est proche. Voilà. Donc c'est relativement simple, c'est efficace, c'est très pratique je trouve. Voilà. Après quoi, on a une autre fonction qui elle est intéressante, donc c'est, comme je l'expliquais au début, au tout début, où j'ai commencé à présenter l'appareil. Alors j'ai pas lu le manuel, alors bon, on a ça, je vais parler du manuel d'abord, parce que le manuel je ne l'ai pas encore lu, mais ceci dit, si vous êtes attentif et que vous regardez, vous verrez qu'il y a une partie du manuel qui est en français. Alors cet appareil, frais de livraison inclus, je l'ai eu pour 10 € à peu près, 9 € et des patates. Entre, que je dise pas de bêtises, parce qu'entre ce que j'ai vu et ce que j'ai commandé, il y en a un peu à tous les prix, hein. 7 €, il y en a même moins cher. Ceci dit, ils n'ont pas autant de fonctions, et puis après, en termes de qualité, plastique, il y a des trucs qui me paraissaient un peu bizarres. Donc je dirais que j'ai trouvé le moins cher dans celui qui m'avait l'air le plus complet. Voilà, donc on a la documentation en anglais, en allemand, en chinois, en français, en turc je crois, en espagnol ou en italien, enfin bon bref, japonais, je serais pas surpris qu'il y ait peut-être même du coréen, là. Non, du chinois, du japonais, et that's it. Ok, bon en tout cas il y a du français, voilà. Et l'autre fonction donc, là par exemple on a affaire à un câble tout à fait classique. Donc ce qu'on appellera un câble droit. Alors je vous rappelle, hein, le câble droit, pour ce qui est du réseau uniquement, on va utiliser ici la broche, quand on prend le dispositif comme ça, quand on regarde, on prend le 1, 2, 3, 6, d'accord, et on reproduit la même chose à l'identique de l'autre côté. Lorsqu'on veut faire un câble croisé, on va prendre 1, 2, 3, 6, à l'inverse, on va prendre le 1, 2, 3, 6 qu'on va mettre sur le 3, 6, 1, 2. Voilà. Donc là, on a un câble croisé, ce qui peut parfois éviter d'avoir un hub ou un switch, notamment, pour connecter directement, par exemple, un appareil à un autre en réseau. Lorsque vous voulez faire un réseau complètement isolé, s'il n'y a que 2 machines à raccorder, vous n'êtes pas obligé d'acheter un switch à 50, 60, 70 balles ou 20 balles, enfin peu importe. Il vous suffit de fabriquer un câble croisé ou de l'acheter tout simplement. Alors pour vérifier que votre câble est correct, je présume que c'est ceci. On se met sur la position Network, on vient brancher le premier RJ45. Sur la probe, donc sur le tracker, on a également un RJ45. C'est là l'avantage de ce dispositif. On vient... Alors comment ça marche? Voilà. On vient appuyer ici sur la touche test, voilà, qui teste. Bon, alors forcément ils sont pas dans le bon sens. Voilà, qui teste chacun des fils. Voilà. Et vous apercevez qu'en bas, par exemple, le rouge qui correspond normalement à ground, ou si vous voulez, très souvent il y a des câbles qui sont ici blindés. Et d'autres qui ne le sont pas. Alors en l'occurrence celui-ci ne l'est pas, donc le ground, la connexion de tresse de blindage n'est pas raccordée d'un bout à l'autre, donc du coup le voyant rouge ne s'allume pas. Ceci dit, on s'aperçoit que sur ce câble, l'ensemble est câblé correctement, puisque lorsque le 1, voilà, si on avait eu un câble croisé, on aurait 1 ici, 3 ici, 2 ici, 6 ici, ici, bah, si c'est pas raccordé, rien, ici c'est pas raccordé, rien, et le 3 et le 6 auraient été raccordés sur le 1 et le 2. Donc on aurait vu 3, 1, enfin 3, 1, 6, 2. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Bon bref, peu importe. Je crois que vous avez compris le principe. Donc c'est un petit appareil qui est franchement pas cher, qui est relativement utile, je dirais. Enfin, pour ceux qui bricolent, qui font un peu de réseau, qui ont une installation téléphonique par exemple chez eux, et qui en ont marre d'avoir le téléphone dans le salon, et puis qui ont bien repéré qu'il y avait des prises, mais comme ils sont câblés en fibre, bah, du coup les prises elles servent plus à grand chose. Alors pourquoi pas ne pas utiliser la prise PTT et le système de répartition pour retrouver chacun des câbles dans chacune des pièces où on souhaite installer le téléphone, mettre un IPBX sur sa box. Donc si elle est fibrée, bah, on va recevoir directement
via la box sur l'IPBX les appels téléphoniques et éventuellement les router vers la pièce que l'on désire. Alors ça peut être dans une entreprise, notamment moi je prends l'exemple de l'entreprise, je peux faire sonner l'intégralité des téléphones, je peux faire sonner qu'un seul téléphone, je peux faire sonner ainsi de suite. Donc là ça passe en IPBX, mais on a aussi deux sorties analogiques. Donc on peut éventuellement réutiliser des téléphones analogiques classiques via des prises PTT qui ne sont plus utilisées et qui auraient été réparties, mais dont on ne connaît plus le câblage. Donc ça c'est très utile pour ça aussi. C'est à la base d'ailleurs même pour ça que c'est fait, hein, pour le téléphone et pour le réseau. Mais bon, rien n'empêche de s'amuser à essayer de retrouver un fil dans sa voiture, sur un fauteuil ou sur quelconque autre dispositif où on a besoin de retrouver d'un bout à l'autre sans avoir à suivre le fil en point à point, en se posant la question de savoir si c'est bien le bon parce qu'il a la même couleur. Ce qui peut être parfois très trompeur. Voilà. Alors pour la suite, j'aurais, alors je vais bientôt m'arrêter là. J'ai par contre une bonne nouvelle, je pense. J'ai des vidéos qui sont en attente et je pense que certaines vont vraiment vous plaire, notamment sur des appareils que j'ai récupérés, donc qu'une entreprise qui s'appelle A à Z courant faible m'a offert, qui sont des dispositifs pour vidéo caméra de sécurité. Alors ce sont deux dispositifs qui sont assez gros, qui ont je crois de mémoire une vingtaine ou une douzaine d'entrées caméra, enfin je me souviens plus, 12, 24, oui 24 entrées caméra par dispositif. J'ai récupéré les deux, ils m'ont passé aussi le serveur qui apparemment l'accompagnait. Bon, évidemment, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne sais pas dans quel état c'est modulaire, donc chaque fois qu'il y a 4 caméras, c'est un module, hein, 4 caméras en entrée BNC avec une sortie RJ45, donc je pense que les 4 caméras sur chacun des modules balance en IP derrière, mais alors quel protocole, que ce soit PSTM ou PST, je sais plus quoi, enfin bon bref, je ne suis pas un spécialiste sur les protocoles VO, sur les protocoles ouais, VO, vidéo en tout cas. Mais ceci dit, j'ai bien l'intention de trouver comment ça fonctionne. Alors le serveur qu'ils m'ont passé, bon, j'ai vu qu'il avait des ch'touilles, il y a un disque dur qui apparemment a été arraché un petit peu violemment. Donc, sur la carte mère on voit qu'il reste encore les broches du SATA, mais la connectique est sur le morceau de fil flottant, donc ça va être un peu compliqué je pense. Enfin, non. Rien n'est compliqué, on va juste être très méticuleux, on va essayer de voir si on peut réparer ça. Mais dans un premier temps, on va mettre en application une petite technique et là je vais vous montrer donc l'avantage notamment que peut avoir un hub sur un switch dans ce genre de situation, parce qu'on a besoin de retrouver notamment un certain nombre d'adresses IP, de faire un certain nombre de choses pour voir et faire de l'écoute sur un réseau, voir ce qui s'y passe, voir qui essaye d'émettre quoi et essayer de retrouver les adresses IP des dispositifs qui parfois peuvent être sur des ranges complètement différents de ce qu'on utilise. Or, si vous utilisez un switch, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour intercepter un paquet qui ne vous est pas adressé, surtout s'il est sur un range d'adresses IP bien différent. Le hub permet notamment ce genre de choses. Donc j'avais déjà expliqué que si vous aviez des hubs, conservez-les parce que ça peut toujours être utile. Conservez-en au moins un en bon état de marche, si possible un 10-100, c'est bien. Donc je vous montrerai ça, je pense, le mois prochain. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas présenté, dis donc. Ah oui, alors c'est ce truc là. Bon, certains doivent savoir ce que c'est. J'ai découvert ce truc il n'y a pas très longtemps. Je trouve ça assez rigolo. Je l'ai donc acheté, hein, forcément. Alors, c'est censé. Alors, je vais essayer de le faire marcher là. Excusez-moi. Donc il faut, si je me souviens bien, appuyer là-dessus. Bon, super. C'était peut-être pas la bonne idée en fait de le mettre en marche tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Alors, installer le téléphone dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus simple sans appuyer sur les boutons. Voilà. Alors,
On met son téléphone sur le dispositif comme ça. De mémoire, je crois que... Je crois que... Putain, on se croirait dans l'émission là où il y avait un type qui essayait de présenter des trucs qui marchaient jamais. Alors... Oui. Bon, annule ça. Ça marche ou ça marche pas? Bon, comme vous le constatez, ça marche du tonnerre de Dieu. Hein. C'est très simple à utiliser. Bon, la vidéo va être très longue, je le sens. Bon, en attendant, j'ai fait vous raconter une petite histoire que j'ai inventée le week-end dernier. Alors, comme j'ai fait à Düsseldorf, je me suis dit que cet accent était peut-être le plus indiqué. D'autant plus que je suis un féru de psychologie et de psychiatrie. Alors, je me suis dit que cette petite histoire allait vous plaire, en attendant que cet appareil se mette à fonctionner. C'est l'histoire d'un petit socio. Vous connaissez les petits sociaux, je ne sais pas comment vous dites les petits sociaux. C'est l'histoire d'un petit socio et son nom de famille c'est Pat. Vous savez pourquoi il s'appelle sociopathe? Eh bien parce qu'il se pose sur la branche avec ses congénères et là il fait cuit. Bon, ça veut pas marcher. Ah, si, voilà. Voilà, c'était tout simple. Donc là, en fait, vous voyez, je peux m'amuser un petit peu comme ça. Et donc ça stabilise en fait l'appareil photo. Alors j'ai fait un essai. Malheureusement, lorsque je fais une vidéo via l'appareil photo, eh ben, ça saccade. Enfin, l'appareil ne saccade pas, mais les vidéos, je vais essayer de vous montrer d'ailleurs. Alors, si je fais ça, je me tourne par là. Voilà. Hop. J'espère que la petite plaisanterie des sociopathes va pas m'attirer en merde. Alors, normal. Voilà. Bon, ben là, ça a pas l'air de laguer trop. Ça c'est pas mal. Bon, il suffit que je fasse la démo pour pas que ça lag. Alors là, je m'amuse avec les boutons. Voilà. Et voilà. Là, par exemple, je fais pivoter la caméra. Hop. Donc ça permet de stabiliser l'appareil photo. Donc tous ceux qui se plaignent qu'à chaque fois mes vidéos tremblent quand je fais des vidéos un petit peu comment dire sur le vif avec l'appareil avec lui donc écoutez, à partir de maintenant, je pense que je vais réussir à faire des vidéos plutôt sympathiques. Excusez-moi. Bon, je suis désolé, c'est encore une de ces vidéos que je ne prépare pas, que ça me trouve le cul parce qu'en fait j'ai essayé de faire des vidéos à 3 ou 4 reprises et à chaque fois les vidéos bloquaient, faisaient des sauts et des bonds hallucinants. Et là, là ça marche du tonnerre de Dieu. Bon, écoutez, je comprends pas. Alors le truc c'est que j'ai pas pu faire de mise à jour, donc ce qui est très rigolo, hein. Enfin très rigolo. J'ai fait l'acquisition d'une machine sous Windows. Je déteste Windows, c'est franchement quelque chose qui me file des allergies. Le problème c'est que un certain nombre d'appareils dont je dispose, les fabricants ne pensent pas forcément aux gens sous Linux, ne pensent pas non plus aux gens sous Mac, mais moins sous Linux encore, quoique ça commence vraiment à venir depuis quelques années, mais c'est pas encore à égalité. D'ailleurs je pense qu'il faudrait éventuellement faire une loi intelligente qui oblige tout développeur de software, grand public, à faire une version compatible avec minimum 3 systèmes d'exploitation différents, pour dire que ça.
Voilà, c'est-à-dire que vous sortez un logiciel, un software ou quoi que ce soit, vous êtes dans l'obligation, si vous voulez que votre truc soit dans les règles, qu'il fonctionne sous Windows, Mac et surtout sous Linux. Voilà. Ce qui peut donner une certaine égalité des chances et qui n'obligerait pas les gens à rester captifs par des contrats passés entre les entreprises qui fabriquent des appareils, et Microsoft notamment, ou Mac. Voilà. Bon bref. Bon, j'arrête ce truc là parce que ça m'a troué le cul en fait. Voilà. Donc je vous dis, oula, j'ai dit que j'arrêtais. Alors il faut pas le poser comme ça parce que sinon il est pas content. Excusez-moi. Voilà. Oups. Génial. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, même si elle est pourrie, qu'elle n'est pas forcément top top, enfin tout ce que vous voulez, vous mettrez un pouce au moins pour dire je l'ai vu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec le truc là, comme ça s'appelle, la cloche de notification, l'abonnement, enfin bon, j'ai pas trop suivi tous ces trucs là. Moi, je dois avouer que je fais ça vraiment à l'arrache ces derniers temps. Faut dire que depuis la rentrée c'est un mois catastrophique. J'ai énormément de boulot, j'ai le temps de quasiment rien faire, je rentre parfois assez tard le soir. Enfin bon bref. Je termine le boulot assez tard le soir parfois. Donc voilà. Bon, comme vous pouvez le constater à ma voix ou je sais pas, enfin bon bref, je suis pas non plus au top de ma forme. J'espère que tout se passera bien pour vous pendant mon petit voyage. Hein. Voilà, donc je pars du 25 au 30 à Düsseldorf. Juste pour information, si jamais parmi vous certaines personnes sont intéressées par ce genre de sujet, je participe au salon Rehacker de Düsseldorf, donc qui est l'un des plus grands salons au monde de matériel médical, notamment spécialisé pour les personnes à mobilité différente, ce que les gens appellent PMR ou personnes à mobilité réduite. Moi j'appelle ça personnes à mobilité différente ou un mode de fonctionnement différent. Voilà. Parce que je trouve que l'homme qui tend le chapeau, le handicap, c'est un petit peu péjoratif, étant donné que c'est un terme de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première, qui catalogue en fait les personnes en situation de handicap comme des mendiants. Handy, qui tend la main, qui tend le chapeau. Voilà. Handicap. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite cette fois-ci définitivement